Dans un monde où la puissance magique détermine la valeur de chacun, Ikki Korogan est méprisé comme le pire à cause de son manque de talent. Sa propre famille le traite comme s'il n'existait pas et tente de saboter sa vie scolaire en cherchant à le faire expulser de l'établissement. Déterminé à prouver sa valeur, même sans les talents naturels de sa famille, il décide de remporter le prestigieux tournoi des 7 étoiles. Un beau jour, il tombe sur une nouvelle de dernière minute concernant une princesse du Ramin, Stella. Célèbre pour ses fabuleux cheveux roses et pour l'étalage de ses privilèges royaux, apprenant l'existence de sa vie apparemment enchantée, il ne put s'empêcher de ressentir de l'envie et de réfléchir à l'injustice de l'existence. Croyant que courir par un temps glacial est le remède parfait pour apaiser son envie, il sort dans son costume pas si royal, il s'entraîne à l'épée, espérant devenir un chevalier magique, un individu spécial capable de manifester son âme sous forme d'armure et de contrôler des super-pouvoirs. Après son entraînement, il retourne dans sa chambre et découvre une fille à l'intérieur qui avait, par commodité, oublié de verrouiller la porte. La jeune fille, embarrassée, se plaint à la directrice de l'école, et à sa grande surprise, cette fille n'est autre que la princesse Stella, qui vient tout juste de s'inscrire dans son établissement. La directrice évoque le fier héritage et les principes de chevalerie de l'école, soulignant les dommages potentiels que sa mauvaise conduite pourrait causer à la réputation de l'établissement, et exige qu'il assume la responsabilité de ses actes comme un homme. Il présente des excuses plutôt faibles à Stella, mais elle reste résolue, refusant de le laisser s'en tirer si facilement, et lui propose plutôt un duel à mort, une occasion pour lui de racheter son honneur pour avoir commis une offense grave. Il tente de la raisonner, mais ses paroles ne font qu'attiser sa colère, et elle s'approche de lui d'un air menaçant. Dans un geste désespéré pour échapper à sa fureur, il se met à complimenter sa beauté, espérant que la flatterie serait son arme secrète, et à sa grande surprise, son compliment maladroit mais amusant fait mouche, faisant rougir Stella comme une tomate mûre et lui faisant oublier momentanément sa rage. La directrice interrompt leur moment et les bombarde de la nouvelle qu'ils sont colocataires en raison de leur classement. Ikki étant classé F et Stella classée A, cela les choque tous les deux, menant à une dispute. Pour mettre fin à leur chamaillerie, la directrice suggère une bataille simulée afin de déterminer un vainqueur. Stella propose que le perdant devienne le serviteur du vainqueur et doive obéir à tous ses ordres, ce à quoi il accepte joyeusement. Sur le champ de bataille, la directrice leur rappelle qu'il s'agit d'une bataille simulée, garantissant l'absence de dommages physiques car c'est une simulation, mais qu'on peut épuiser la force physique de l'adversaire. La bataille commence et Ikki démontre d'impressionnantes compétences à l'épée, contrant habilement les attaques de l'épée de feu de Stella. Il complimente son talent et son travail acharné, puis il révèle sa technique, l'acier joué, qui lui permet de voir à travers les mouvements de son adversaire et finalement la vainc, lui valant la victoire. Après la bataille, Stella se retrouve à l'hôpital, où elle interroge la directrice sur la façon dont Ikki a pu la vaincre malgré son faible rang F. La directrice explique que le classement est basé sur la capacité globale d'un chevalier plutôt que sur sa réelle prouesse au combat, et révèle à contre-cœur qu'il n'existe actuellement aucun système pour évaluer Ikki de manière équitable. Elle demande ensuite à Stella pourquoi elle a choisi d'étudier à l'étranger, et Stella révèle qu'elle ne voulait pas être perçue comme simplement douée, mais plutôt être reconnue pour ses propres capacités. C'est pourquoi elle a déménagé ici, afin de prouver sa valeur. Plus tard, Stella entre dans sa chambre pour s'excuser auprès d'Ikki, mais le trouve profondément endormi. Alors qu'elle l'admire un instant, il se réveille involontairement, à sa grande gêne. Elle s'excuse auprès de lui et accepte d'être sa servante ou son chien, selon leur accord précédent, pour satisfaire ses désirs. Cependant, il en rit simplement et lui demande d'être sa colocataire, ce qu'elle accepte à contre-cœur. Le lendemain, alors qu'ils terminent leur course matinale ensemble, il mentionne avec désinvolture que courir 20 km par jour fait partie de sa routine, le faisant paraître aussi ordinaire que de se brosser les dents. Elle répond en disant qu'elle a pu le suivre aujourd'hui, suggérant qu'elle peut égaler son rythme. Il révèle ensuite que sa sœur commence l'école ce jour-là, ce qui éveille ses soupçons, mais il la rassure en affirmant qu'ils sont bien des frères et sœurs de sang. Dans la salle de classe, leur nouvel professeur, Yuri Ariki, accueille chaleureusement tous les nouveaux venus et explique les règles de la compétition à venir. Elle les informe que la sélection sera désormais basée sur de véritables combats et que les 6 meilleurs individus seront choisis comme représentants de l'école. Mais juste au moment où elle s'apprête à détailler les techniques de combat, quelque chose de bizarre se produit. Elle tousse un liquide rouge sur tout le sol, créant une scène digne d'une publicité pour du jus de tomate. Plus tard, Ikki et Stella lui rendent visite à l'hôpital, et elle explique que cela arrive presque quotidiennement. Elle vomit environ 1 litre de liquide rouge chaque jour. Il lui conseille de se ménager et de ne pas trop se forcer, et révèle à Stella que c'est grâce à son sensei, Yuri, qu'il a pu être accepté dans cette école. Sur le chemin de la classe, une fille nommée Kagami l'approche soudainement, louant sa performance lors de la bataille simulée, et lui demande avec enthousiasme une interview. Ikki rougit et Stella s'éloigne, visiblement contrariée par la jalousie. Poliment, il décline l'offre d'interview et se dépêche de rattraper Stella, tentant de la calmer. Cependant, il est de nouveau interrompu par une fille nommée Shizuku, qui l'approche en l'appelant Onisama, ce qui signifie frère. Il salue chaleureusement sa sœur, mais elle surprend tout le monde en l'embrassant sur les lèvres, laissant les spectateurs haletant de choc et de désapprobation. Shizuku exprime à quel point il lui a manqué pendant les 4 années de leur séparation, mais Stella intervient, la tirant loin de lui, et le réprimandant pour s'être livré à une activité aussi indécente avec sa sœur.
Shizuku commence à se disputer avec elle à propos d'Iki, et dans le feu de l'action, Stella révèle accidentellement à tout le monde qu'elle et Iki ont une relation maître-serviteur, laissant tout le monde sous le choc. En entendant cela, Shizuku invoque son épée d'eau, et Stella fait de même en invoquant sa propre épée, et la tension monte alors qu'elles échangent des insultes sur l'apparence physique de l'autre avant de lancer une attaque. La directrice intervient, les emmenant aux toilettes des dames, et les avertit sévèrement que l'utilisation d'armes en dehors des zones d'entraînement désignées est strictement interdite, et en guise de punition pour leur comportement, elle leur ordonne de nettoyer toutes les toilettes des dames pendant une semaine. Après le départ de la directrice, au lieu de s'engager dans un duel à l'épée, elles poursuivent leur bataille verbale, échangeant à nouveau des insultes sur leurs apparences physiques. Après la retenue, Shizuku avertit Stella de ne pas se comporter de manière éhontée, et révèle comment Iki s'est senti traité comme s'il n'avait jamais existé, ce qui la choque. Plus tard, Stella confronte Iki à propos de cette révélation, et il se confie sur son enfance difficile. Il raconte comment sa famille l'a traité misérablement pour ne pas avoir des pouvoirs similaires à ceux de son grand-père, Ryoma, qui était un samouraï puissant et très connu. Ils agissaient comme s'ils n'avaient jamais existé et l'excluaient de toutes les fonctions familiales. Il se souvient d'un incident lors d'une fête du Nouvel An où il ne put plus supporter la négligence et décida de s'enfuir de chez lui. Perdu et sans nulle part où aller, il était sur le point d'accepter son destin. Mais alors son grand-père, Ryoma, apparut et l'encouragea à ne pas abandonner. Les paroles de Ryoma l'inspirent maintenant à devenir un chevalier fort et puissant, tout comme son grand-père. Il révèle que personne ne lui a rien appris et qu'il a dû tout apprendre par lui-même jusqu'à présent. L'idée qu'il devienne chevalier était difficile à accepter pour tout le monde, et l'ancienne directrice avait établi des règles pour s'assurer qu'il échouerait et l'empêcherait d'obtenir son diplôme. Cependant, la nouvelle directrice est bien meilleure et fait de son mieux pour l'aider, et en conséquence, elle l'a assigné à travailler avec Stella. Le lendemain, Iki et Stella s'entraînent avec leurs épées en préparation de la compétition à venir, où ils espèrent être élus comme représentants de l'école pour le festival des 7 étoiles. Après leur séance d'entraînement, elle l'informe qu'elle a reçu un courrier de l'école, révélant que son adversaire est Momotani, un élève de 3e année. Il commence à lui parler du style de combat de Momotani, mais elle l'arrête, exprimant sa préférence de ne pas en savoir trop à l'avance, et explique qu'elle considère ces batailles comme un entraînement pour de futures rencontres avec des adversaires inconnus. Il est d'accord avec elle, reconnaissant qu'ils ne pourront pas toujours anticiper les capacités de leurs adversaires, puis il remarque à quel point ils s'entendent bien, ce qui la fait rougir. Alors que la cloche de l'école sonne, signalant le début des cours, Stella rassemble son courage pour lui demander un rendez-vous le lendemain. Avec un rougissement sur les joues, elle ouvre la bouche pour parler. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, son téléphone sonne avec un message texte de sa sœur, qui lui demande d'aller faire du shopping avec elle le lendemain, ce à quoi il répond qu'il le fera. Le cœur de Stella se serre comme un ballon dégonflé, et son visage passe de l'espoir à la fureur en une fraction de seconde. Alors, le lendemain, elle accompagne Iki et Shizuku, pleine de jalousie, et elle commence à se disputer pour lui, mais il les interrompt et interroge Shizuku sur l'homme qu'elle a amené. Shizuku le présente comme Alice, sa colocataire, qui tente de séduire Iki de manière espiègle, ce qui la met en colère. Cependant, Alice en rit, considérant cela comme une blague. Ils prennent le train pour le centre commercial, et à leur arrivée, ils parcourent différentes boutiques. Stella s'exclame que c'est sa première fois dans un centre commercial japonais, mais s'arrête net quand elle voit Iki et Shizuku se tenir la main. Elle commence à crier sur Shizuku, l'accusant de comportement inapproprié. Shizuku explique que ce n'était qu'un geste innocent entre frères et sœurs, mais Stella rétorque que cela ne semblait pas si innocent quand Shizuku l'a embrassé devant tout le monde l'autre jour. Stella demande alors à Iki si elle peut aussi lui tenir la main, agissant comme la perdante pathétique qu'elle est, mais Shizuku l'interrompt rapidement, lui disant qu'une servante ne devrait pas tenir la main de son maître et écarte Stella comme si elle était un insecte. Shizuku l'entraîne alors loin d'elle, et Stella commence à lui crier dessus, tandis qu'Alice essaie de la consoler. Plus tard, ils prennent des collations dans un restaurant du centre commercial, et Shizuku renverse accidentellement une goutte de crème glacée sur sa joue. Iki essuie doucement la crème glacée de sa joue et la lèche, rendant Stella jalouse. Dans une tentative d'obtenir un traitement similaire, Stella s'étale la crème glacée sur tout le visage et demande à Iki de faire de même. Cependant, Iki trouve ce geste un peu excessif et décide d'aller chercher une serviette à la place. Shizuku la traite de stupide et de pathétique pour son comportement, tandis qu'Alice la soutient et l'encourage, disant qu'il l'acclamera. Plus tard, dans les toilettes des hommes, Iki discute avec Alice de sa sœur, disant qu'elle est toujours très réservée, et il est surpris qu'elle se confie à Alice et le remercie d'être un ami pour Shizuku. Soudain, ils entendent un bruit à l'extérieur, ce qui pousse Alice à tirer Iki dans sa dimension d'ombre pour se cacher. Un groupe d'hommes déguisés en ravisseurs fait irruption dans les toilettes, mais les trouvant vides, ils repartent. Une fois que la voie est libre, Iki et Alice émergent de leur cachette d'ombre, se demandant ce qui se passe. Iki spécule que les personnes à l'intérieur du centre commercial pourraient avoir été prises en otage par le groupe d'hommes. En réponse, Alice invoque son épée, l'ermite des ténèbres, et explique qu'il peut contrôler les ombres avec elle, lui permettant de se déplacer à l'intérieur des ombres.
Profitant de cette capacité, Alice crée un portail d'ombre et emmène Ikki à la salle de sécurité à travers celui-ci. En atteignant la salle de sécurité, il trouve les gardes ligotés et inconscients, probablement à cause d'un anesthésique. Ikki informe rapidement la directrice de son école de la situation. Après avoir consulté les autres membres du conseil, la directrice accorde à Ikki et à ses amis carte blanche pour capturer les ravisseurs et gérer la situation. Pendant ce temps, les ravisseurs ont pris toutes les femmes et les enfants à l'intérieur du centre commercial en otage, y compris Stella et Shizuku. Shizuku avertit Stella de ne pas attirer l'attention sur elle car elle a un plan. Cependant, l'un des ravisseurs commence à brutaliser une dame et son enfant vient à sa défense en jetant une crème glacée sur le ravisseur. Enragé, le ravisseur vise à tirer sur l'enfant mais Stella intervient juste à temps. Elle sauve le garçon en utilisant son attaque de dragon cracheur de feu contre le ravisseur. En représailles, le ravisseur lui tire dessus mais Stella reste indemne grâce à sa légendaire robe d'impératrice qui peut résister aux balles. Soudain, un homme mystérieux encapuchonné nommé Bichot, qui s'avère être le chef, apparaît et intervient s'adressant à Stella comme à une princesse. Il réprimande le ravisseur pour avoir harcelé l'enfant et décide de punir la mère à la place. Stella, animée par sa détermination à protéger les innocents, invoque son épée de feu et lance une puissante attaque contre Bichot. Cependant, à sa grande surprise, Bichot contre son attaque en utilisant son anneau du jugement, un attribut du crime et du châtiment, qui a la capacité d'absorber toute attaque dirigée contre lui, convertissant l'énergie de l'attaque en une forme de punition. Non préparé à une défense aussi formidable, l'attaque de Stella est absorbée par l'anneau du jugement. Bichot riposte alors en la frappant au ventre, la projetant en l'air avant qu'elle ne s'écrase lourdement au sol. Il explique froidement les capacités de ces anneaux, soulignant qu'ils sont conçus pour transformer la force des actions criminelles en punition. Il se moque d'elle pour avoir essayé d'être une héroïne et lui présente un moyen de sauver les otages. Mais pour cela, elle doit retirer ses vêtements devant tout le monde. Elle s'exécute pour sauver les autres et tout le monde détourne le regard. Pendant ce temps, Ikki est furieux contre le chef et tente de se libérer de l'emprise d'ombre d'Alice qui cloue son ombre au mur afin qu'il puisse sauver Stella de cette situation honteuse. Cependant, Alice empêche Ikki d'intervenir, expliquant que Shizuku peut créer une barrière magique sans que personne ne le remarque. Malgré cela, Ikki ne peut supporter de voir Stella dans cet état et continue de lutter pour se libérer. À ce moment-là, Shizuku libère son attaque puissante de mur d'onde, créant une barrière magique autour des otages. Bichot ordonne aux ravisseurs de tirer sur tout le monde, mais rien ne se passe. Tout cela grâce à la barrière magique de Shizuku. Prenant un risque calculé, Ikki parvient à attaquer Bichot en courant en cercles aléatoires avant d'exécuter son attaque secrète d'épée éclair, qui coupe le bras de Bichot. Il explique que son épée est plus rapide que la vision de Bichot, rendant impossible pour lui d'absorber l'attaque. Alice et Stella achèvent les autres ravisseurs, et en la voyant saine et sauve, Ikki serre Stella dans ses bras avec soulagement et s'excuse. Shizuku arrive avec ses vêtements et demande à Stella de se préparer tout en admirant son courage d'avoir tenu tête au chef. Juste au moment où l'on pense que tout est revenu à la normale, une femme du groupe s'empare d'un otage et menace de lui faire du mal. Bichot rit diaboliquement, révélant que l'un de ses membres l'avait caché parmi les otages, juste au cas où. Cependant, la situation prend une tournure surprenante lorsqu'un mystérieux individu nommé Kirihara apparaît de nulle part et élimine la femme en utilisant son attaque laser de lune brumeuse. À la surprise générale, Ikki reconnaît immédiatement Kirihara de l'école. Plus tard, Kirihara s'attribue tout le mérite de l'acte héroïque et se vante de ses capacités auprès des autres élèves de l'école, au grand agacement de Stella et Shizuku. Ikki approche Kirihara et le remercie d'avoir sauvé les otages, mais Kirihara se moque et insulte les pouvoirs d'Ikki. Enragé par cela, Stella intervient pour défendre Ikki, mais il l'empêche d'aggraver la situation. Kirihara rit et révèle qu'Ikki n'est pas aussi puissant qu'il le prétend, racontant une rencontre passée où Ikki aurait apparemment fui une bataille contre lui, laissant Stella sous le choc. Il ajoute ensuite que le premier adversaire d'Ikki dans la compétition à venir n'est autre que lui-même. Le lendemain, la compétition commence et le premier adversaire de Stella est Momotani, également connu sous le nom de Charlour en raison de sa formidable défense. Il possède un dispositif d'armure très rare connu sous le nom de Goliath qui libère une quantité énorme de puissance dans les situations de combat rapprochés. Le public applaudit Momotani pour ses compétences au combat et son ancienneté dans la compétition, croyant qu'il sera un adversaire redoutable, mais elle l'affronte avec une confiance inébranlable et l'intimide pour qu'il cède. En conséquence, elle est déclarée vainqueur, choquant tout le monde et prouvant sa prouesse en tant que formidable concurrente dans la compétition. Après la bataille, Shizuku et Alice discutent de la performance de Stella. Alice loue Stella, mais Shizuku rejette cela, disant que vaincre un adversaire faible n'est pas quelque chose dont on peut se vanter. Juste à ce moment-là, Stella se joint à leur conversation et les félicite également pour leur victoire. Plus tard, Ikki regarde une vidéo des compétences de combat de Kirihara avec Stella et est choqué par ses capacités. Stella demande si Kirihara utilisait une technique d'invisibilité de zone, une méthode qui rend la présence et l'odeur indétectables, créant essentiellement un camouflage parfait.
Ikki confirme que c'est une caractéristique de l'arme de Kirihara, ce qui lui donne un avantage astucieux. Stella exprime son aversion pour le style de combat de Kirihara, qui implique d'attaquer les ennemis à distance de sécurité en utilisant un camouflage furtif. Ikki est d'accord, disant que si Stella devait affronter Kirihara au combat, il se retirerait probablement, car ses attaques à large portée contreraient facilement ses tactiques de furtivité et d'invisibilité de zone. Il révèle ensuite que Kirihara évite généralement de combattre les adversaires qui utilisent des attaques de combat à large portée comme Stella, et que Kirihara a gagné le surnom de chasseur en raison de ses tactiques sournoises. Elle désapprouve l'approche lâche de Kirihara, le qualifiant de poule mouillée, mais reconnaît également qu'il peut s'avérer être un adversaire redoutable contre Ikki. Elle exprime son inquiétude pour sa sécurité et lui demande s'il ira bien en l'affrontant. Ikki la rassure, affirmant qu'il a trouvé un moyen de vaincre Kirihara et qu'il est confiant qu'il en sortira victorieux. Plus tard, lors d'une course déterminée, Ikki rencontre Alice qui lui demande s'il y avait eu des antécédents de harcèlement entre lui et Kirihara. Ikki soupire et se confie à Alice sur son passé et lui raconte que l'année dernière, sa famille, qui avait des liens avec l'ancien directeur de l'école, cherchait un moyen de l'expulser de l'établissement. Kirihara y a vu une opportunité de le cibler et a commencé à le harceler. Kirihara l'a défié en duel pour prouver sa valeur, mais il n'était pas intéressé à participer. Malgré la réticence d'Ikki, Kirihara l'a harcelé et attaqué à plusieurs reprises, même quand Ikki était désarmé et ne voulait pas s'engager dans un combat. En conséquence, il n'a pas été puni ni expulsé par la directrice de l'école. Après avoir entendu cela, Alice exprime sa sympathie et lui souhaite bonne chance avant de partir. À l'approche de la bataille, Stella demande à Ikki s'il veut regarder les batailles en cours, mais il répond qu'il sera dans la zone d'attente, se concentrant sur ses stratégies. Dans la zone d'attente, il reçoit des instructions d'un écran numérique, l'avertissant que la bataille de compétition n'est pas une simulation et peut causer de graves dommages. L'écran lui demande de ne procéder que s'il comprend pleinement les conséquences, et il appuie avec confiance sur le bouton pour approuver sa participation. Soudain, une fille vêtue d'un kimono rouge se moque de lui pour avoir pris des décisions hâtives, mais il répond qu'il est confiant en ses capacités et n'a aucune hésitation. Il la reconnaît comme Sikyo, une princesse démoniaque de la Ligue supérieure, et elle est ravie qu'il la connaisse. De nulle part, elle le serre dans ses bras et lui propose de lui donner des leçons privées spéciales ce soir-là. Cependant, leur conversation est brutalement interrompue par la directrice, qui interroge Seikyo sur sa mauvaise conduite envers Ikki et lui rappelle le match qu'elle était censée superviser. Seikyo, qui est censée être une nouvelle instructrice, essaie de se cacher derrière Ikki, mais le directeur la tire de force loin de lui. Alors que le match débute, Eikyo se remémore son enfance et la toute première fois qu'il a rencontré Stella. L'annonceur accueille avec un grand enthousiasme tout le monde pour le match, et à la grande contrariété de Seikyo, elle se voit confier le rôle de commentatrice. Kirihara fait son entrée dans l'arène avec une assurance remarquable sous les acclamations de la foule. Ikki pénètre alors dans l'arène et le combat s'engage. Kirihara déploie sa technique d'invisibilité de zone pour assaillir Ikki depuis différentes directions, tout en le narguant et en le défiant constamment. Malgré cette épreuve, Ikki réussit à dévier la majorité des attaques laser de Kirihara, remontant avec adresse leur source pour le repérer. Cependant, Kirihara s'évanouit subitement et déclare qu'il préviendra Ikki de l'endroit précis où il frappera avant de l'agresser. Avec cette nouvelle approche stratégique, Kirihara parvient à asséner plusieurs coups au corps d'Ikki, et de ce fait, Ikki endure de sérieuses blessures dues à cette agression imprévue. Il explique qu'il peut désormais appliquer son invisibilité à ses attaques laser. De ce fait, Ikki ne sera plus en mesure de les dévier comme il le faisait précédemment. Voyant Ikki se faire si violemment attaquer, Stella s'emporte de colère et se demande pourquoi il n'a pas pris l'initiative d'attaquer en premier. Cependant, Alice explique qu'Ikki était probablement très nerveux, ce qui fait prendre conscience à Stella de la vérité et la fait se sentir coupable de ne pas l'avoir perçu plus tôt. De retour dans l'arène, Kirihara maintient ses assauts implacables sur Ikki et il décide de dévoiler à tous la condition qu'il a négociée avec le nouveau directeur pour l'obtention de son diplôme. La condition est qu'Ikki doit absolument remporter la bataille du Festival des 7 étoiles, sans quoi il ne sera pas autorisé à obtenir son diplôme. Lorsque le public prend connaissance de cette révélation, il éclate de rire, car la bataille des 7 étoiles est réputée extrêmement ardue à gagner, et il se moque d'Ikki, affirmant qu'un rang F comme lui n'a absolument aucune chance de la remporter. Kirihara assène un coup fatal et Ikki s'écroule au sol, tandis que Kirihara le qualifie avec mépris de pire de tous. La foule se joint alors à lui, riant et scandant également le pire. L'aura enflammée d'Henri Edella s'intensifie soudainement, et elle ordonne à chacun de se taire et d'arrêter de se moquer de son chevalier favori. Elle encourage alors Ikki à ne surtout pas abandonner et en écoutant ses paroles, il retrouve la détermination nécessaire pour se relever et la remercie avant de se préparer à contre-attaquer Kirihara. Il prend conscience qu'il doit impérativement s'appuyer sur sa technique imparfaite, Itoshura, afin de repousser les assauts de Kirihara. En utilisant sa vision parfaite, il parvient à percer les mouvements de Kirihara et le défait avec succès, s'imposant ainsi comme le grand vainqueur. Néanmoins, l'effort considérable de cette bataille acharnée pèse lourdement, et Ikki s'écroule alors sur le sol. Seikyo explique à l'assemblée qu'Ikki a eu recours à sa technique de vol d'épée, ce qui lui permet de saisir la logique de son adversaire et de la retourner contre lui, exactement comme il l'avait fait avec Stella durant leur combat simulé. Plus tard, à l'hôpital, Stella demeure au chevet d'Ikki, ressentant une profonde inquiétude à son égard,
Épuisée par tous ces événements, elle finit par s'endormir paisiblement à ses côtés, partageant ainsi un moment des plus touchants. Pendant ce temps, Alice apporte son réconfort à Shizuko, qui est visiblement très affectée émotionnellement par l'intensité de la bataille et ses répercussions. Lorsque Stella se réveille, elle réprimande Ikki de l'avoir observé dormir sans l'attirer de son sommeil. Cependant, il saisit ce moment précis pour lui avouer ses sentiments profonds, exprimant à quel point il est ravi de l'avoir rencontrée. Rougissante, Stella lui rend ses sentiments et dépose un baiser sur sa joue. Dans ce moment si tendre, ils se promettent de rester unis et de s'efforcer d'atteindre le plus haut rang de chevalerie, tout en anticipant avec impatience de s'affronter lors de la bataille finale. 2 semaines se sont déjà écoulées depuis que Stella et Ikki se sont avoués leurs sentiments mutuels. Mais Ikki n'a encore entrepris aucune action concrète, ce qui commence à inquiéter Stella. Elle se retrouve à s'exercer avec son épée, se préparant activement pour les batailles à venir. Cependant, ses préoccupations concernant leur relation amoureuse demeurent. Pendant ce temps, lors du match de sélection, Ikki réalise des performances exceptionnelles, remportant 5 matchs consécutifs et se réaffirmant ainsi comme un adversaire redoutable, se débarrassant de sa réputation d'être le plus faible. Le public le couvre d'éloges, le désignant comme le roi de l'épée sans couronne. Plus tard, après l'un de ces matchs, la jeune journaliste Kagami et son ami l'abordent et lui expriment leur vif désir d'apprendre l'escrime à ses côtés, et sans la moindre hésitation, il accepte de les instruire. Cela rend Stella à la fois inquiète et jalouse, car elle redoute que de plus en plus de personnes recherchant l'attention d'Ikki ne génèrent une compétition pour son affection et ne causent potentiellement des difficultés dans leur relation. Le voyant ainsi recevoir l'affection de tant de jeunes filles, les garçons de sa classe commencent eux aussi à l'envier et décident de le malmener. Lorsque le cours débute, l'instructrice Yuri-chan fait son entrée, mais avant même qu'elle ne puisse commencer à enseigner, elle vomit à nouveau un liquide rouge en pleine classe, semant la panique parmi les élèves et conduisant à l'annulation du cours. De retour dans leur chambre, Stella exprime sa frustration à Ikki, lui reprochant d'être bien trop généreux et de devoir privilégier de passer davantage de temps avec elle plutôt que d'enseigner aux autres. Cependant, Ikki, étant quelque peu inconscient de la situation, ne saisit pas pleinement ses véritables préoccupations et répond avec une certaine désinvolture qu'il n'y voit aucun inconvénient à aider autrui. Alors que Stella s'apprête à exprimer son désir d'une relation plus engagée, elle constate qu'Ikki s'est endormi, ce qui ne fait qu'accroître sa colère et sa frustration. Le jour suivant, Ikki enseigne aux jeunes filles l'art de l'équilibre sur une seule jambe, une technique d'art martial chinois visant à renforcer la puissance du tronc. Il explique que durant un combat, une plus grande partie du poids corporel repose sur une seule jambe plutôt que sur les deux, rendant cette technique absolument essentielle. La jeune journaliste, Kagami, prend des notes avec une grande diligence, impatient de pouvoir publier un article détaillé à ce sujet dans un futur proche. Le voyant ainsi entouré de jeunes filles, les garçons de la classe deviennent de plus en plus furieux et décident de l'affronter. Ils le traitent de sans-paix raté et invoquent leurs armes pour le défier. Cependant, à leur grande surprise, Ikki les maîtrise aisément sans même utiliser son épée spirituelle, déviant sans le moindre effort leurs attaques à main nue. Conscients de sa force, les garçons acceptent leur défaite et s'inclinent respectueusement devant lui, exprimant leur jalousie et leur aspiration à devenir aussi fort et populaire que lui. Suite à ce revirement, les garçons sollicitent Ikki pour qu'il les enseigne également, désireux d'apprendre à ses côtés. Il accepte avec joie de devenir leur mentor et il le désigne désormais comme leur maître. Pendant ce temps, Kagami poursuit sa prise de notes, immortalisant chaque instant de ce déroulement inattendu des événements. Plus tard, Shizuku s'approche de lui, des boissons à la main, et lui demande de bien vouloir lui enseigner l'escrime également. Cependant, il lui suggère qu'elle pourrait plutôt apprendre auprès d'un maître de famille. Shizuku s'interroge alors sur la raison pour laquelle Stella tient également 2 bouteilles de jus. Embarrassée, Stella explique que c'est parce qu'elle avait excessivement soif et s'empresse de vider les 2 bouteilles de jus, le laissant stupéfait. En réalité, elle désirait être celle qui lui apporterait un rafraîchissement, mais Shizuku l'a devancée. Alors Stella feint que les boissons sont destinées à sa propre consommation afin de ne pas paraître ridicule devant lui. Après son marathon de boissons, Stella insiste avec force pour qu'il l'enseigne également. Cependant, lorsqu'elle le voit hésiter, elle abandonne aussitôt l'idée et s'enfuit, à la fois agacée et profondément contrariée. Sur son chemin, elle croise Alice, qui l'interroge sur l'endroit où se trouve Shizuku. Elle lui répond et remarque alors un jeu dans la main d'Alice. Il lui explique qu'il s'agit d'un jeu autonome intitulé Private School Prince Academy et le lui tend pour qu'elle puisse y jouer. Plus tard, dans sa chambre, elle se plonge dans le jeu autonome, imaginant les personnages sous les traits d'Ikki, et souhaite ardemment qu'il puisse être plus affectueux, à l'image des personnages masculins des jeux autonomes. À cet instant précis, Eiki pénètre dans la pièce et la surprend. Il lui demande si elle souhaite le rejoindre, lui et les autres, là où il dispensera des leçons d'escrime. Toujours contrariée par ce qui s'est passé précédemment, elle lui demande alors pourquoi elle devrait se joindre à lui. En guise de réponse, il lui explique qu'elle a déjà largement dépassé les niveaux qu'il pourrait lui enseigner, faisant l'éloge de ses techniques d'escrime, qui sont d'ailleurs entièrement différentes des siennes. Elle accepte donc de le rejoindre à la piscine pour l'observer entraîner les autres. Plus tard, sur le chemin du retour vers leur chambre, dans le bus, ils se tiennent la main, trouvant un réconfort mutuel dans la présence de l'autre. Cependant, leur moment de quiétude est brusquement interrompu lorsqu'ils reçoivent tous deux simultanément un courriel de l'école, les informant de leurs adversaires respectifs pour les matchs à venir. Ikki devra affronter Tomaru, le greffier du conseil des élèves, tandis que Stella sera opposée à Ikizuki, la secrétaire du même conseil des élèves. Le lendemain, Ikki affronte Tomaru lors du combat. Celle-ci utilise une attaque nommée Runner Sai, qui lui permet de courir à une vitesse absolument démente jusqu'à ce qu'elle décide de s'arrêter. Ikki peine à la suivre, mais il réussit finalement à la déjouer et à la capturer, s'assurant ainsi la victoire dans ce match. Pendant ce temps, Stella affronte Ikizuchi, qui déploie sa capacité nommée accumulation de poids tranchant pour l'attaquer. Cependant, elle parvient à le vaincre, s'assurant ainsi la victoire dans ce match, tout comme Ikki l'a fait.
Plus tard, Shizuku rejoint Iki afin de le féliciter chaleureusement pour sa victoire, lui proposant même de dormir à ses côtés et de le soigner pour qu'il retrouve pleinement son état normal. Stella est profondément dégoûtée par cette proposition et lui demande de maintenir une certaine distance avec Shizuku. Cependant, Shizuku déploie tout son charme et Iki y succombe, semblant totalement inconscient des véritables intentions de Shizuku. Elle nargue Stella, se délectant de sa petite victoire et insistant sur le lien indéfectible qui unit les frères et sœurs, demandant à Stella de ne surtout pas s'interposer entre eux. Soudainement, Alice révèle qu'ils sont suivis par quelqu'un depuis près d'une semaine entière. Aika interpelle alors le harceleur pour qu'il sorte de sa cachette. Une jeune fille très timide, nommée Eyase Yatsuji, émerge de derrière un arbre, se servant de branches comme d'un camouflage naturel. Stella se remémore qu'Eyase est la même jeune fille qu'elle a involontairement frappée avec un ballon durant leur entraînement à la piscine. La jeune fille commence à paniquer et quitte précipitamment les lieux, mais dans sa hâte, elle tombe accidentellement dans un plan d'eau tout proche. Ils la secourent de l'eau et la conduisent à l'hôpital. Ayase s'excuse alors pour son comportement et révèle qu'elle est une étudiante de 3e année. Eki reconnaît son nom de famille et lui demande si elle est bien la fille de Kaido Ayatsuji, un maître d'épée très réputé. Elle confirme qu'elle est bel et bien sa fille, ce qui enthousiasme grandement Iki. Shizuku explique à Stella que Kaido est réputé être le dernier samouraï, ayant remporté des victoires dans de nombreuses batailles et tournois prestigieux, et ce, malgré l'absence de toute capacité chevaleresque magique contrairement à eux. Iki exprime son admiration pour le père d'Ayase, lui confiant qu'il était son modèle absolu lorsqu'il était enfant. Ayase révèle ensuite que son père ne participe plus activement au match en raison d'une grave blessure subie lors de ses précédentes batailles, blessure qui l'a malheureusement conduit à être hospitalisé. Shizuku interroge alors Ayase, lui demandant la raison pour laquelle elle les suivait. Ayase confesse qu'elle a grandement besoin d'entraînement et qu'elle s'exerce seule depuis une très longue période. Elle désirait l'aide d'Iki pour l'instruire, mais elle était bien trop timide pour oser le lui demander directement. Iki lui propose avec bienveillance de l'entraîner à l'escrime, et elle accepte sans la moindre hésitation. Plus tard, Iki et Ayase s'exercent à l'escrime et il remarque qu'elle possède de solides bases, probablement héritées de son père. Il interrompt alors leur entraînement et lui conseille que, pour progresser, elle ne devrait pas se contenter d'imiter à la lettre les mouvements de son père. Au lieu de cela, il l'incite à découvrir son propre style et à développer ses techniques uniques et personnelles. Il s'approche ensuite d'elle pour corriger sa posture et elle se met alors à rougir, tandis que Stella et Shizuku ressentent une pointe de jalousie face à leur interaction. Il aborde la question des différences anatomiques entre hommes et femmes et comment elle peut les exploiter à son avantage, plutôt que de simplement imiter la technique de son père. Suite à cette instruction particulière, Ayase commence à réaliser des progrès notables dans son entraînement et se montre très impressionné par la pédagogie d'Iki. Plus tard, il s'excuse auprès d'elle d'avoir été si direct et physique durant leur entraînement, et elle lui assure que ce n'est absolument pas un problème. Alors que Stella et Shizuku observent attentivement leur lien, elles finissent par comprendre qu'Eiki enseignait simplement l'escrime à Ayase, et leur jalousie s'estompe alors. Ayase lui confie qu'elle est désormais pleine de confiance quant à l'amélioration de ses capacités, et qu'elle est résolue à remporter le festival de la bataille des 7 étoiles. Plus tard, dans leur chambre, Stella demande à Iki s'il apprécie de donner des instructions spéciales à Ayase et lui réclame, sur un ton espiègle, le même traitement. Mais il lui répond que ce n'est absolument pas le cas et l'assure de ne pas être insécurisé, car il n'a de sentiments que pour elle seule. Le lendemain, Ayase et Stella s'entraînent l'une contre l'autre, et Iki les observe avec un grand plaisir. Après cette séance d'entraînement, Ayase les invite à dîner en guise de profonde gratitude. Au restaurant, Stella mange comme une véritable ogresse, sachant qu'elle n'aura pas à régler l'addition, et Ayase lui demande alors comment elle parvient à maintenir une telle silhouette malgré une alimentation si féroce. Iki rit avec un certain malaise à cette remarque et change rapidement de sujet. Ayase exprime ensuite sa profonde gratitude à Iki pour l'avoir instruite, et il répond avec modestie que ce n'est vraiment pas grand-chose. Le reste du dîner se serait déroulé sans le moindre incident. Mais des ennuis surviennent lorsqu'une bande d'hommes, menée par un grand gaillard du nom de Kurado, s'approche de leur table et importune Ayase. Iki intervient et leur ordonne de rester à distance, mais il tente de le provoquer en duel. Kurado fracasse une bouteille sur la tête d'Iki et le met au défi. Tandis que la situation dégénère rapidement, les autres clients, craignant pour leur sécurité, s'enfuient précipitamment de la scène. Un serveur tente d'alerter la police, mais il est stoppé net par une mystérieuse jeune fille entièrement vêtue de blanc, portant un parapluie assorti. Témoin d'Iki se faisant violemment agresser. Stella est sur le point d'intervenir pour le défendre, mais il l'en empêche. Il continue de le provoquer sans relâche, mais il arbore un sourire quasi psychopathe et demeure parfaitement calme, encaissant leurs attaques. Lassés de ne susciter aucune réaction de sa part, les gangsters finissent par renoncer à leur tentative de provocation, et s'en vont. Après le départ des gangsters, Stella réprimande Iki de les avoir laissés s'enfuir et de l'avoir également empêché d'intervenir. Il explique calmement qu'il s'est abstenu de riposter afin d'éviter toute expulsion de l'académie. Mais Stella lui rétorque qu'il n'avait pas à utiliser son épée, donc il n'aurait pas été renvoyé, et qu'il n'aurait de toute façon pas pu affronter ces gangsters à main nue, car il semblait plutôt robuste. Soudainement, un petit garçon surgit de nulle part et les informe que Kurado est surnommé le mangeur d'épée et qu'il est l'as de l'académie d'Obdanro. Le garçon salue le jugement d'Iki et révèle que Kurado figurait parmi les 8 meilleurs du festival de la bataille des 7 étoiles de l'année précédente, stupéfiant ainsi tout le monde. La mystérieuse jeune fille au parapluie fait également son apparition et confirme les dires du garçon. Stella interroge Iki pour savoir s'il connaît l'un d'entre eux, et il lui révèle que le petit garçon se nomme Utakata, vice-président du conseil des élèves d'une autre académie, et que la mystérieuse dame est Kanada, responsable d'un comté au sein de la même école.
Stella devient méfiante lorsque le petit garçon, Utakata, propose de soigner les blessures d'Iki qui accepte volontiers son offre. Plus tard, alors qu'il quitte le restaurant, Ayase demande à Iki s'il se sent bien et il lui assure qu'il est parfaitement rétabli. Et ce, grâce aux soins du petit garçon. Soudainement, il reçoit un courriel de l'école l'informant que sa prochaine bataille de sélection l'opposera à Ayase. Cela engendre une tension plutôt gênante entre eux, et elle s'enfuit alors, visiblement embarrassée. Durant ses entraînements, Ayase devient très distante et cesse complètement de participer à leurs séances d'entraînement. Iki discute de cette affaire avec Alice, qui lui conseille de se calmer et lui assure qu'Ayase fera une démarche avant leur bataille du lendemain. Comme il l'avait prédit, Iki reçoit un message d'Ayase, lui demandant de la retrouver seule sur le toit de l'immeuble à 3 h du matin. Alice le met en garde, lui disant que cela pourrait bien être un piège, mais Iki décide tout de même d'y aller, affirmant qu'il ne peut refuser une requête de son ami. Alice le prévient une fois de plus qu'il devrait être prêt à rompre son amitié avec elle si jamais les choses tournent mal. Malgré les vives inquiétudes d'Alice, Iki demeure obstiné, affirmant qu'il ne brisera jamais leur amitié, quoi qu'il advienne, et se rend plus tard sur le toit pour y rencontrer Ayase, comme elle l'avait demandé. Iki demande à Ayase de quoi elle souhaite discuter, et elle l'interroge sur la promesse qu'il a faite à Stella de remporter le tournoi. Il répond qu'ils déployeront leurs meilleurs efforts, et se battront avec toute leur énergie pour tenter de remporter la victoire. Cependant, elle continue d'insister avec persistance, lui demandant ce qu'il fera s'il doit faire face à un ennemi qu'il sait pertinemment ne pas pouvoir vaincre. Il insiste sur le fait qu'il continuera à se battre loyalement et avec toutes ses forces, même s'il ne parvient pas à la victoire. Ayase est en désaccord avec lui, et soutient qu'une justice qui ne génère aucun résultat est purement absurde. Elle invoque alors son épée, et recule du bord du toit. Iki se précipite à son secours et déploie son attaque ultime, Itoshura, pour la sauver. Après cet incident, elle lui révèle qu'elle l'a astucieusement piégé afin qu'il utilise sa puissante technique, Itoshura, laquelle ne peut être employée qu'une seule fois par jour. Maintenant qu'un match de sélection doit débuter dans seulement 10 heures, il n'aura absolument pas le temps de récupérer pleinement et de réutiliser cette attaque. Elle lui explique qu'elle a désormais une réelle chance de l'emporter contre lui. Se sentant profondément trahi, Iki l'interroge sur les raisons de ses efforts extrêmes pour gagner. Elle répond simplement que remporter le match est la seule chose qui compte véritablement pour elle. Il la met en garde, lui disant que ses actions pourraient bien jeter la disgrâce sur sa famille et sur elle-même, mais elle demeure inébranlable. Elle déclare qu'elle n'est peut-être pas une épéiste particulièrement habile, mais qu'elle s'assurera de gagner ce match quoi qu'il en coûte. Plus tard, il regagne sa chambre et s'écroule lourdement sur Stella qui dormait, la réveillant ainsi. Au début, elle imagine qu'il pourrait avoir des intentions coquines, mais en réalisant qu'il ne peut même plus se tenir debout, elle le conduit en urgence à l'hôpital. Il se réveille à l'hôpital et aperçoit Shizuku et Alice présentes aux côtés de Stella, toutes visiblement préoccupées par son bien-être et lui souhaitant un prompt et complet rétablissement. Il se lève, soudainement alarmé, pensant avoir manqué le match. Mais Stella le rassure, lui affirmant qu'il a encore largement le temps. À cet instant précis, le directeur fait son entrée dans la pièce et l'emmène pour une enquête approfondie et un interrogatoire concernant l'événement survenu. Iki refuse catégoriquement de discuter de ce qui s'est passé et informe le directeur qu'il est tout à fait disposé à assumer la responsabilité des dommages causés au bâtiment et à accepter sa sanction. Méfiant, le directeur lui demande s'il tente de couvrir quelqu'un. Le directeur révèle qu'il y a de cela quelques années, le père d'Ayase était devenu incapable de tenir une épée après son combat en tête-à-tête contre Kurado, lequel s'était emparé de toutes leurs terres et de leurs bâtiments suite à cette bataille. Il explique que Kaido est plongé dans le coma depuis cet événement. Ayase est désormais animée par le désir ardent de récupérer tout ce qui a été dérobé à sa famille par Kurado, et elle perçoit le festival de la bataille comme sa toute dernière chance de restaurer l'honneur de sa lignée. Plus tard, Iki médite sur la détermination farouche d'Ayase à remporter la victoire, et Alice lui confie qu'il la considère désormais comme une bête désespérée acculée au bord du précipice. Il demande à Stella de l'accompagner et cherche à comprendre comment il pourrait vaincre Ayase. Alice apporte quelques éclaircissements, mais les capacités d'Ayase demeurent encore largement méconnues. Bientôt, la bataille s'engage et Iki fait face à Ayase dans l'arène. Il invoque immédiatement son épée, et elle lui demande s'il l'a déjà pardonné, puis invoque à son tour son épée sans cicatrice. Il bondit rapidement pour l'attaquer, mais elle déploie une attaque mystérieuse qui le lacère en diverses parties de son corps, surgissant de nulle part. Tous les spectateurs, y compris Stella, sont perplexes quant à la nature exacte des capacités qu'Ayase possède. Personne ne connaît ses capacités, car jusqu'à cette année, elle n'avait participé à aucune bataille, et la victoire qu'elle avait remportée auparavant était entièrement due à sa maîtrise de l'escrime, sans jamais recourir à ses capacités magiques. Iki semble être en position de désavantage, mais il l'attaque néanmoins. Elle déploie alors son attaque mystérieuse et lui révèle qu'il s'agit de son Wind Scratch, une technique qui consiste à utiliser son dispositif pour créer des tourbillons et des pièges invisibles sur le champ de bataille. L'ouverture de la blessure est la capacité spéciale de son appareil, et elle a déjà dissimulé plusieurs centaines de coups d'épée invisibles sur l'ensemble du terrain. Cependant, cette pratique est totalement contraire aux règles de la compétition et elle a beaucoup de chances que personne ne l'ait encore décelée. Il esquive habilement son attaque et parvient à déjouer ses ruses. Ayase est très surprise par cette réaction et se demande s'il a découvert ses tactiques secrètes. Déterminée à l'emporter avant de saisir pleinement son schéma d'attaque, elle l'attaque furieusement et il s'effondre à terre, à genoux. Il comprend qu'une seule attaque supplémentaire de sa part pourrait aggraver sa blessure et atteindre ses organes vitaux, le menant inévitablement à la défaite. Afin de la contrer, il emploie une technique spéciale, la garde irrégulière, et se remémore le moment où il a demandé à son instructrice Yuri, qui serait la superviseure du match, de fermer les yeux si Ayase venait à enfreindre les règles durant la bataille.
Malgré l'impact négatif potentiel sur ses chances au tournoi, il a insisté sur cette requête. Ignorant cela, Ayas continue de l'attaquer férocement, et il lui dit qu'elle se perd complètement, non seulement en ignorant ses leçons, mais aussi ses propres capacités, en essayant d'être une personne maléfique, ce qu'elle n'est absolument pas. Il l'encourage à se battre loyalement, avec fierté, mais elle lui répond qu'aucune loyauté ni fierté n'a sauvé son père et se met à crier comme une folle. Déterminé à l'aider à retrouver sa fierté, il l'affronte de front et contre toutes ses attaques grâce à sa vision parfaite. Elle réalise qu'elle doit être plus rapide que sa vision pour gagner, et repense à tous les malheurs que sa famille a subis cette année. Elle l'attaque avec une détermination farouche. Cependant, il utilise une frappe puissante avec sa 4e épée secrète et défait Ayas. Malgré sa défaite, Ikki félicite Ayas de ne pas avoir renoncé à l'héritage de son père et lui tend la main pour l'aider à retrouver ce qu'elle a perdu. Il lui dit que lorsqu'on est poussé à bout et qu'on n'a nulle part où aller, la seule chose qui nous soutient est la fierté que l'on porte à son épée. Ayas, ému par le soutien d'Ikki, admet qu'elle se trompait elle-même et se sent misérable pour ses actions. Cependant, il lui assure qu'elle conserve toujours une force dans son cœur, car elle n'a jamais abandonné la mémoire de son père. Touchée par la gentillesse d'Ikki, elle lui tend la main cherchant son aide et ses conseils. Sans avoir besoin de raison, il lui dit qu'il veut l'aider parce qu'elle est son amie. Elle se souvient de son père et voit Ikki comme l'incarnation d'un épéiste cool et véritable, tout comme son père. Elle implore son aide, et il répond que sa détermination est exactement ce qu'il voulait entendre. Après la bataille, Ayas se remémore avec tendresse ses jours passés avec son père. En raison de son problème cardiaque, il avait dû prendre sa retraite alors qu'elle était encore au collège. Cependant, il n'a jamais renoncé à la guider, elle et ses autres élèves, avec une dignité inébranlable. Il lui a enseigné des techniques cruciales comme détendre ses épaules tout en gardant ses bras forts, serrer ses poignets sans tension et maîtriser la technique secrète Tenaemuo. Ayas trouvait ces enseignements difficiles, mais son père la félicitait d'avoir fidèlement suivi ses instructions. Il lui rappelait constamment de tirer fierté de ses capacités, de toujours faire preuve de civilité, d'aider les faibles et de s'opposer au mal. Ces leçons ont profondément résonné en Ayas, et elle les a portées dans son cœur même après la malheureuse maladie de son père. Plus tard ce jour-là, Stella lit sur son téléphone des informations sur Corrado, qui, il y a 3 ans à l'Académie Donko, est entré officieusement dans d'autres écoles et a détruit des dojos d'arts martiaux en ville. Il est connu comme le dévoreur d'épées, et Ayas lui dit que lorsqu'il a combattu son père il y a 2 ans, il n'a pas utilisé sa véritable capacité, mais s'est appuyé sur de vils tours d'épée pour le vaincre. Elle raconte à Stella et Ikki ce jour fatidique où Corrado a affronté son père. Il a fait tomber Kaido et son père s'est excusé auprès d'elle de ne pas avoir été là quand Corrado l'avait blessé auparavant, puis il l'a attaqué avec détermination. Finalement, Corrado a vaincu son père et elle s'est précipitée pour l'aider. Remplie de regrets, Ayas exprime à Stella et Ikki qu'elle se reproche de ne pas s'être opposée à Corrado ce jour-là et d'avoir réclamé leur place. Elle regrette de n'avoir pas pu aider son père quand il avait le plus besoin d'elle et exprime sa déception que l'épée de Corrado manque de fierté et de noblesse. Ce n'est rien d'autre qu'une violence barbare. Ayas les emmène ensuite à ce qui était autrefois la maison de son père, mais qui appartient maintenant à Corrado. En entrant, il voit les membres du gang de Corrado rire, et Ikki s'approche d'eux et leur demande s'ils connaissent l'endroit où se trouve Corrado. Après avoir trouvé son emplacement, ils affrontent Corrado, qui se contente de se moquer d'eux. Ikki s'avance et le défie en duel au nom d'Ayas, jurant de reconquérir la maison et l'école de sa famille. Corrado le nargue, mentionnant son manque de bravoure au restaurant. Cependant, Ikki affirme avec confiance que cette fois, c'est différent. Il rappelle à Corrado que bien qu'il leur soit interdit d'utiliser leurs appareils en dehors de l'école sans permission, cet endroit était autrefois une école d'arts martiaux. En tant que maître d'école, si Corrado donne la permission, ils peuvent s'engager dans un duel. Corrado rit et accepte, déclarant qu'Ikki doit remplir ses qualifications avant que le duel ne puisse commencer. Ikki jette les cartes d'identité des membres du gang de Corrado et demande si cela satisfait la qualification. En réponse, Corrado invoque son épée mortelle, Orochimaru, qui peut se transformer en différentes formes. La bataille commence et Corrado charge, mais Ikki parvient à se défendre. Corrado l'attaque à plusieurs reprises, et il les esquive avec effort avant de charger Corrado, mais sans aucun impact sur lui. Il est perplexe face aux capacités de Corrado et se demande s'il a réalisé ses intentions. Corrado transforme ensuite son épée en une longue créature osseuse mortelle ressemblant à un serpent et attaque Ikki férocement tout en se moquant de lui. Malgré ses efforts, la vitesse et les réflexes incroyables de Corrado le rendent apparemment imbattable, et il parvient à peine à repousser ses attaques même après avoir utilisé sa vision parfaite. Ikki réalise que la capacité de Corrado réside dans sa vitesse et ses réflexes, ce qui lui a permis de vaincre le père d'Ayas auparavant. Corrado le félicite d'être le premier à découvrir sa capacité appelée le contre marginal, et ce, après leur première bataille, puis il procède à attaquer Ikki de 2 directions simultanément. Mais il parvient à esquiver ses attaques en utilisant son mouvement de garde irrégulière, alors Corrado l'attaque des 4 directions, le submergeant, le faisant perdre l'équilibre et éviter l'attaque fatale. Il continue de se battre et Ayas remarque que le combat est similaire à ce qui est arrivé à son père.
Elle essaie d'intervenir, mais Stella l'arrête, expliquant que si elle interrompt, elle ne récupérera ni la maison ni l'école de sa famille. Stella ajoute qu'Iki apprécie le combat et essaie de trouver comment vaincre Corrado. Alors que la bataille fait rage, Ayas réalise que la défaite de son père n'était pas due à sa faiblesse, mais parce que Corrado était un adversaire véritablement formidable. Observant Iki qui savoure la bataille, elle réalise que son père a dû ressentir la même joie lors de son dernier combat et se souvient de lui s'excusant d'être ainsi, même s'il l'appréciait vraiment. Le regret submerge Ayas alors qu'elle comprend maintenant les paroles de son père et elle se met à pleurer. Réalisant qu'elle n'est pas une véritable épéiste, car elle n'a pas pu pleinement comprendre l'esprit et l'âme d'un combattant, Stella discerne la faiblesse de Corrado, attaquant constamment à cause de son mouvement de contre marginal, ce qui l'épuise. Pendant ce temps, Corrado loue l'entêtement d'Iki, et Iki répond en disant qu'il déteste perdre et qu'il s'amuse trop pour mettre fin à la bataille. Déterminé, Iki promet à Ayas qu'il vengera le malheur de son père et frappe Corrado, le surprenant avec l'essence de la technique de Kaido. Il emploie avec succès la technique secrète de Kaido, Tenaimuho, que Kaido avait tenté d'utiliser lors de sa dernière bataille mais avait échoué. Ayas est étonné qu'Iki connaisse cette technique et Stella révèle qu'elle a expérimenté la même technique de sa part lors de leur combat simulé. Impressionné par la performance d'Iki, Corrado lui demande son nom et lui dit qu'ils continueront leur combat au festival de la bataille des 7 étoiles avant de partir, et lui dit de faire ce qu'il veut de cet endroit. Après la bataille, Ayas s'excuse de ne pas avoir compris le vrai sens de l'escrime, mais Iki lui assure que c'est pas sa faute, et la seule raison pour laquelle il a gagné aujourd'hui est qu'il a appris la technique secrète de Kaido en observant ses mouvements. Il croit qu'elle est la véritable successeur de l'héritage de son père. Ayas exprime sa gratitude pour son encouragement et lui dit qu'elle doit devenir encore plus forte pour être suffisamment confiante afin de perpétuer l'héritage de son père. Ensemble, ils décident de reconstruire l'école d'arts martiaux qui appartenait autrefois à son père. Plus tard, Stella informe Iki qu'Ayas a apparemment avoué au comité des matchs de sélection qu'elle avait commis une faute lors de son match contre lui, entraînant son retrait des matchs de sélection et une suspension de 10 jours. Ils apprécient tous deux qu'Ayas ait pris la responsabilité de ses actions. Juste à ce moment-là, Stella reçoit un message d'Ayas, révélant que son père a repris connaissance. Excité par la nouvelle, ils célèbrent leur compagnie mutuelle, mais leur moment de joie est brusquement interrompu par Shizuku et Alice, qui écoutaient leur conversation derrière un banc. Stella invente rapidement une histoire de couverture, prétendant qu'il ne faisait qu'un bras de fer avec les pouces et que rien d'autre ne se passait. Stella et Shizuku échangent des insultes comme à leur habitude, laissant Iki debout, mal à l'aise, au milieu de leur plaisanterie. Dans les batailles à venir, Iki continue d'assurer la victoire, remportant les 12 derniers matchs consécutivement, sans une seule défaite. Sa performance incroyable lui vaut l'admiration de la foule, et il le salue comme un maître, le désignant comme l'autre. Impressionné par la performance exceptionnelle d'Iki lors des matchs de sélection, le directeur le reconnaît, ainsi que Stella comme des élèves vedettes avec un grand potentiel pour leur année. En conséquence, le directeur les affecte au camp d'entraînement de l'école dans un lieu appelé Okutama, où ils recevront une formation appropriée. Enthousiasmé par le voyage, Stella s'exclame à propos de l'air frais et remercie le directeur d'avoir organisé le camp d'entraînement. Iki convient qu'il est agréable d'avoir une semaine de congé de l'école. Ils traversent de magnifiques endroits en chemin et Stella s'enthousiasme. Pendant ce temps, Alice et Shizuku sont à la station de métro. Elle exprime son malheur de ne pas avoir pu empêcher son frère et Stella de partir en voyage et lui a demandé de l'accompagner pour la soutenir. Mais il lui dit qu'il a malheureusement fait d'autres projets pour aujourd'hui et la renvoie dans un train, l'encourageant à être forte avant de partir. Au camp d'entraînement, Stella aime passer du temps avec Iki et l'encourage à faire plus de choses d'amoureux, puis elle l'embrasse. Au lieu de lui rendre son affection, il l'arrête et pointe du doigt un groupe de personnes qui se trouvent être les membres du conseil des élèves. Après avoir atteint leur logement, Stella et un garçon appelé Renren ont un match de badminton féroce utilisant leur pouvoir magique. Ils semblent être à égalité, et tous ceux qui assistent à leur match se demandent quel genre de non-sens est ce jeu, car ce n'est pas un match de badminton typique. Iki demande à la Dame Blanche Canada pourquoi ils sont ici, et elle répond qu'ils doivent travailler pour le conseil des élèves et lui demande s'il est là pour la même raison. Il réalise avec choc qu'elle et Stella ont été trompés par le directeur. Plus tard, Stella est chargée de nettoyer le sol du camp d'entraînement, et la dame au parapluie l'informe que le camp d'entraînement n'aura lieu ici qu'après un mois. Jusque-là, ils doivent tous nettoyer tout le camp en préparation. Stella regrette d'être venue et réalise que le travail du conseil des élèves est plus ennuyeux qu'elle ne le pensait. Tout le monde nettoie avec beaucoup d'enthousiasme sauf elle, et elle commence à voir les membres du conseil des élèves sous un nouveau jour, réalisant les responsabilités qu'ils portent. Le petit garçon Utakata révèle qu'ils n'ont demandé au directeur qu'un coup de main supplémentaire, et le directeur l'a envoyé, lui et Stella. Il dit à Iki que leur président du conseil des élèves, Tuka Todo, mourrait d'envie de le rencontrer au moins une fois. Kanada l'informe que Tuka a pris du retard en faisant une course, et qu'elle les rejoindra bientôt. Après leur ennuyeux travail de nettoyage, Stella et Iki décident d'explorer et de visiter les cascades.
Ils informent les membres du conseil des élèves de leur plan, et Ranran se moque de lui, suggérant qu'il veut passer du temps en privé avec Stella. Les membres du conseil des élèves leur souhaitent bonne chance et les encouragent à s'amuser un peu. Iki et Stella gravissent une montagne qui s'avère plus raide qu'ils ne le pensaient, mais Stella se fatigue. Il lui demande si elle va bien, car même plus tôt ce jour-là, elle n'a mangé que 2 bols de ramen comme une fille normale au lieu de 7 bols comme elle le fait habituellement. Elle lui dit qu'elle va bien et il continue de gravir une montagne. Pendant ce temps, Shizuku rentre chez elle et se dirige vers sa chambre où son chat la salue affectueusement en se frottant contre sa jambe. Elle découvre des photos d'enfance d'Iki dans sa chambre, apportant du bonheur à son cœur. Alors qu'elle admire les photos, elle est appelée au salon, où il devient évident que son père veut parler. Cependant, leur conversation devient tendue lorsque Shizuku exprime son mécontentement quant à la façon dont il traite Iki. De retour au camp, l'état de Stella s'aggrave, et elle devient de plus en plus fatiguée et malade. Iki prend soin d'elle et suggère de retourner au camp puisqu'elle ne s'améliore pas. Elle lui dit qu'elle a des vertiges et des nausées, et lui demande même avec horreur si le baiser qu'ils ont partagé l'autre jour aurait pu la rendre enceinte. Iki la rassure en lui disant que ce n'est pas possible et se demande si elle joue simplement la fille innocente ou si elle est naïve. Il suggère qu'elle a peut être attrapé un rhume, mais Stella admet qu'elle n'en a jamais eu auparavant et sent que son corps ne coopère pas avec elle. Mais avant qu'il ne puisse l'emmener au camp, l'entraînement commence. Alors il l'emmène plutôt dans un refuge de montagne. Iki continue de prendre soin de Stella et vérifie sa fièvre. Comme il l'avait prédit, elle a une forte fièvre. Après l'avoir réconfortée, il parle de leur relation et Iki exprime son désir de parler fièrement de leur relation à leurs 2 familles. Juste à ce moment-là, il est interrompu par un appel téléphonique des membres du conseil des élèves qui s'inquiètent de leur bien-être. Iki leur explique la situation, les informant qu'ils sont actuellement à l'intérieur d'un refuge de montagne, attendant que la pluie se calme. À leur insu, un harceleur observe Iki et Stella et signale leur emplacement à quelqu'un au téléphone. Pendant ce temps, chez Shizuku, elle et son père poursuivent leur conversation tendue et elle décide finalement de partir, déclarant qu'elle n'est rentrée que grâce au message de sa mère. Cependant, son père révèle que c'est lui qui a écrit ces messages en se faisant passer pour sa mère, car il savait qu'elle ne répondrait pas à ses SMS, mais répondrait à ceux de sa mère. Shizuku lui demande ce qu'il veut, et il prétend qu'il est simplement préoccupé par son bien-être. Il exprime sa fierté qu'elle ait remporté les 12 matchs de sélection, et lui assure qu'il est confiant qu'elle deviendra la représentante de l'école et participera au tournoi des 7 étoiles. Cependant, elle se moque de ses paroles et souligne qu'Iki réussit également bien dans les matchs de sélection, se demandant pourquoi il ne s'en soucie pas. Elle part ensuite. De retour au refuge de montagne, Iki entend du bruit et sort pour trouver un être géant fait de rochers attaquant leur logement. Il se précipite à l'intérieur pour protéger Stella. Il la porte en sécurité sous un arbre avant d'affronter le monstre de roche géant. Invoquant son épée, Iki attaque le monstre, mais à sa surprise, il se divise en de plus petits monstres de roche, rendant difficile pour lui de les vaincre. Les monstres l'attaquent et se dirigent ensuite vers Stella. Juste à ce moment-là, Renren arrive et sauve Stella, la passant à Iki. Le reste du conseil des élèves arrive et combat les monstres de roche. Iki spécule que les monstres doivent être contrôlés par un chevalier magique. Utakata le rejoint et explique que cela doit être l'œuvre d'une personne utilisant la capacité du fil d'acier. Il explique en outre que les individus dotés de la capacité du fil d'acier utilisent des cordes magiques pour contrôler à distance des substances inorganiques, comme ces rochers. Soudain, la présidente du conseil, Tukatodo, arrive et se joint au combat. Elle explique que peu importe la distance à laquelle le fil d'acier est utilisé, ils sont tous connectés par les mêmes pouvoirs que le monstre, ce qui les rend traçables. Tuka utilise son attaque de foudre tranchante pour vaincre les monstres de roche, et Iki est stupéfait par sa force et ses capacités incroyables. Son attaque puissante traverse la corde magique, blessant l'utilisateur du fil d'acier qui est toujours éloigné de la scène. Iki s'émerveille de ses prouesses en tant que l'une des 4 meilleures finalistes des batailles de l'année précédente et la chevalière la plus forte de l'académie. Pendant ce temps, Shizuku reçoit un message révélant que son prochain adversaire dans la bataille des 7 étoiles sera Tukatodo et trouve cette nouvelle amusante. La semaine suivante, Shizuku se remémore son passé, se souvenant de son enfance. Elle se rappelle comment les adultes pardonnent les erreurs face au pouvoir, mais son frère, Iki, ne s'est jamais incliné devant le pouvoir et l'a inspirée à être forte. À cette époque, elle ne savait rien de la dureté ou de la froideur de la solitude qu'il endurait, car tout le monde dans sa famille le traitait comme s'il n'avait jamais existé. Alors quoi qu'il arrive, elle suivra ses traces et prouvera sa force en remportant le match contre Tukatodo au festival de la bataille des 7 étoiles.
Plus tard ce jour-là, pendant le déjeuner, Iki, Stella et Alice discutent des pouvoirs de Tuka Todo après avoir lu un article à son sujet. Alice interroge Iki sur Tuka, mais il répond qu'il n'a pas beaucoup eu l'occasion de lui parler et n'a été témoin que d'une fraction de son pouvoir lors de sa bataille avec le monstre de roche. Mais même cela a suffi à confirmer les rumeurs selon lesquelles elle était très puissante. Stella craint que Shizuku ne perde, et Alice lui dit qu'elle fait des combats simulés avec des élèves plus âgés qui sont des utilisateurs de foudre pour se préparer à sa bataille avec Tuka. Il explique en outre que la capacité de Shizuku à contrôler le pouvoir magique à un très haut niveau lui permet de créer de l'eau ultra pure qui ne conduit pas la foudre, contrecarrant ainsi le désavantage naturel de l'eau face à la foudre. Malgré cela, Iki est toujours inquiet pour Shizuku, et bien qu'il veuille qu'elle gagne, il ne veut pas qu'elle soit trop dure envers elle-même. Plus tard, Shizuku partage ses sentiments avec Alice, exprimant son amour pour Iki et son désir d'être forte pour l'aider. Elle jure de montrer sa force lors du prochain match et de faire ses preuves. Ensuite, la bataille entre Shizuku et Tuka commence. Elles se font face dans l'arène. Le commentateur annonce que Tuka est la numéro 1 au classement et dit au public qu'elle est si rapide qu'on ne peut l'éviter, et que son attaque éclair dorée frappera son adversaire en un clin d'œil. Shizuku invoque son épée en premier, et Tuka fait de même en invoquant son épée de foudre. Shizuku repense à son enfance, à l'amour qu'elle porte à son frère, et est déterminée à gagner. Pendant un moment, aucune d'elles ne bouge, et elle se contente de se fixer du regard, déroutant le public et les commentateurs. L'instructeur Seikyo, qui est le superviseur de ce match, explique aux commentateurs que les candidates attendent de voir comment leur adversaire va bouger, car elles sont toutes deux assez fortes pour être une championne des 7 étoiles, mais celle qui bougera imprudemment perdra. Iki sait que Shizuku ne veut pas faire le premier mouvement dans ce match car Tuka possède l'arme la plus puissante qu'elle puisse utiliser à courte portée. Il révèle à Stella que son art noble était si fort et intense que Tuka a été surnommé d'après lui le Reikiri, une technique de tirage d'épée super électromagnétique. Shizuku érige une barrière protectrice en générant un champ de glace. Tuka l'esquive instantanément et lance une contre-attaque à longue portée exactement comme Shizuku l'avait anticipé. Elle invoque une vague gigantesque et projette des projectiles d'eau vers Tuka, qui les dévie tous avec son épée de foudre et riposte contre la vague. Elle poursuit son assaut, et sa vitesse fulgurante devient de plus en plus évidente. Iki explique à Stella que pour maintenir la technique de vague de Shizuku, elle doit absolument générer de l'eau ultra pure. Tuka, quant à elle, n'a qu'à continuer d'attaquer sans relâche avec sa foudre. Soudain, Shizuku utilise sa glace pour immobiliser Tuka et lance une gigantesque attaque de glace sur elle. Mais Tuka se libère de l'emprise glaciale, et tout le monde les acclame pour avoir livré une bataille aussi extraordinaire et mémorable. Tuka se demande comment Shizuku parvient à contre-attaquer et à la piéger dans la glace, car il lui est impossible de percer son contrôle de pouvoir magique. Soudain, en un clin d'œil, Tuka se rapproche de Shizuku et déclenche une série d'attaques contre elle, qu'elle esquive de justesse. Tuka récidive, et cette fois, son coup atteint Shizuku, la blessant assez sérieusement. Mais il s'avère que Tuka avait en réalité attaqué l'ombre aquatique de Shizuku et non elle-même. Malgré tout, elle a subi une coupure due à l'impact. À mesure que le combat avance, Shizuku ne parvient plus à anticiper les mouvements de Tuka et se retrouve désavantagée. Tout le monde est perplexe. Ne comprenant pas pourquoi la bataille n'est plus équilibrée comme avant, Shizuku ne réussissant désormais qu'à peine à se défendre contre les assauts de Tuka, Iki révèle à Stella que la technique de Tuka est connue sous le nom de Nuki-Oshi, qui dissimule l'existence de l'adversaire à son esprit inconscient. Il se souvient que l'instructeur Sekio lui avait déjà fait cela par le passé. Il explique que bien que les yeux de Shizuku suivent les mouvements de Tuka, son esprit conscient les classe comme des informations superflues, les rendant ainsi méconnaissables. Soudain, Sekio apparaît devant lui, prouvant qu'il avait raison. Elle lui dit que cette technique est une combinaison de pas furtifs et de techniques de respiration issues des arts martiaux anciens. À ce moment précis, la directrice surgit de nulle part et lui demande comment il a reconnu la technique de Tuka. Il lui confie qu'il était en fait surpris qu'une étudiante puisse faire la même chose que Seikyo. La directrice lui explique que c'est évident, car ils ont tous deux appris auprès du même chevalier, qui n'est autre que le dieu de la bataille Nango. Seikyo est embarrassée que la directrice ait révélé son secret et maudit son maître. Elle invente ensuite une excuse quelconque et est renvoyée par la directrice, qui dit à Iki qu'il devrait désormais savoir que sa sœur ne pourra pas se libérer de la technique spéciale Nuki-Yoshi de Tuka. Il acquiesce et suppose que Shizuku a besoin de quelque chose pour contrer l'avantage de Tuka au corps à corps, et il soupçonne qu'elle pourrait avoir une chance si elle trouve une telle stratégie, sinon elle perdra à coup sûr. Déterminée à montrer à Iki à quel point elle l'aime, elle décide de dépasser ses limites et passe à l'offensive, attaquant férocement avec ses lames d'eau. Tuka part l'attaque et riposte à son tour. Elles s'affrontent ainsi pendant un certain temps, tentant de se porter des coups mutuellement. Alors que la bataille s'intensifie, Shizuku crée un champ de glace magique pour se déplacer librement et attaque Tuka. Elle crée davantage d'ombres aquatiques pour l'attaquer à l'intérieur du brouillard, et Tuka peine à se mouvoir aussi librement qu'elle. Shizuku utilise alors sa technique spéciale de lame d'eau sur elle. Cependant, Tuka contre juste à temps avec son attaque ultime de foudre et la terrasse. Malgré ses efforts considérables, Shizuku perd le match et est admise à l'hôpital.
Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle aperçoit Stella, Alice et Iki qui l'attendent visiblement inquiets. Réalisant qu'elle a perdu, elle demande à tout le monde de partir, affirmant qu'elle est fatiguée. Ils quittent la pièce comme elle l'a demandé, mais Iki et Stella la surveillent depuis l'extérieur. Iki confie à Stella que Shizuku est devenue vraiment très forte. Plus tard, Alice reste en arrière pour parler à Shizuku. Il la réconforte en la serrant dans ses bras et la félicite pour sa très bonne performance. Il lui dit qu'Iki l'a regardée jusqu'à la fin et qu'elle n'a pas besoin d'être trop dure avec elle-même. Shizuku le serre en retour et pleure, laissant éclater ses émotions. Dans les jours qui suivent, Stella remporte ses batailles, la menant à la victoire dans un total de 14 matchs. Après le combat, elle et Iki se promènent dans les bois. Discutant de leur progrès dans les matchs, elle mentionne qu'elle se sent plus forte et a beaucoup plus d'endurance, lui en attribuant le mérite de manière espiègle et plaisantant que c'est à cause de sa torture pendant leur séance d'entraînement. Elle lui rappelle leur promesse d'être sélectionnés pour combattre lors d'un festival des 7 étoiles et de s'affronter à nouveau en finale. Ils reconnaissent tous deux que pour atteindre cet objectif, ils doivent absolument gagner tous les matchs restants ensemble. À l'école, des avis informent les élèves qu'il ne reste plus que 4 matchs pour la sélection du représentant de l'école. Plus tard, la directrice interroge Iki au sujet d'un vieil homme rusé nommé Akaza, membre de la Fédération internationale des chevaliers magiques. Iki confirme qu'il connaît cet homme et l'a rencontré à plusieurs reprises lorsqu'il vivait encore chez ses parents, et que cet homme travaille désormais sous les ordres de son père. La directrice l'informe qu'apparemment, Akaza est maintenant en charge du comité d'éthique et soupçonne qu'il espionne secrètement l'école. Elle est surprise qu'il puisse s'abaisser à de telles méthodes sournoises, mais Iki pense que l'homme agit de son propre chef en raison d'une haine personnelle envers lui. Plus tard, lui et Stella sont invités à se rendre au conseil des étudiants, où ils sont chaleureusement accueillis par Tukatuto, la présidente. Elle procède ensuite à donner des instructions à Utakata pour qu'il range toutes les bandes dessinées sur l'étagère après les avoir terminées. Elle réprimande également les autres membres pour qu'ils remettent leurs affaires à leur place. Stella et Iki observent la scène, perplexes, et se demandent pourquoi on leur a demandé de visiter le conseil des étudiants pour une affaire aussi triviale. Dans la scène suivante, ils se rendent tous dans un endroit où Iki et Stella découvrent que Tuka est impliqué dans des activités de bien-être social. Elle aide des enfants à Mid, et Utakata les informe qu'il était dans une situation similaire quelques années auparavant. L'un des enfants reconnaît Stella à la télévision et s'approche d'elle pour lui demander de jouer, et elle accepte. Ensuite, ils rejoignent tous les enfants et jouent avec eux pendant qu'Iki, Tuka et Utakata aident à préparer de la nourriture pour les enfants défavorisés. Iki remercie Tuka de l'avoir sauvé au camp et aussi d'avoir livré un bon combat à sa sœur. Utakata lui dit que Shizuku était très forte, car elle a forcé Tuka à retirer ses lunettes. Iki confirme si c'est parce que Tuka peut améliorer la précision de son art noble en bloquant sa vision, et Tuka confirme que c'est effectivement vrai. Elle explique que les actions humaines sont toutes contrôlées par les signaux de transmission de notre cerveau, qui est un faible courant électrique, et qu'étant une utilisatrice de foudre, elle peut capter ces signaux grâce à sa technique appelée vision inversée. Elle explique en outre que c'est grâce à cette capacité qu'elle a pu percevoir les pièges et les attaques soudaines de Shizuku. Tuka leur dit qu'elle s'occupera du reste de la cuisine, et demande à Iki et Utakata de faire une pause. Pendant ce temps, les enfants s'amusent à jouer avec les autres membres du conseil des étudiants. Pendant leur pause, Iki confie à Utakata qu'il est fasciné par Tuka et ne peut s'empêcher de la regarder. Utakata lui explique que c'est parce qu'il voit son essence, la source de sa force vient d'aider les enfants confrontés à des situations compliquées et issus de milieux défavorisés. Il informe que tous ces enfants ont vécu des moments terribles et que le père de l'un d'eux voulait en finir avec son propre fils, qui était devenu agressif et brisé, mais elle n'a jamais abandonné, et grâce à elle, l'enfant a pu retrouver son équilibre. Il dit à Iki qu'elle veut donner aux enfants de l'espoir, du courage et les soutenir. Après avoir cuisiné, elle distribue de la nourriture à tout le monde et s'occupe des enfants. Iki observe son attention sincère et sa compassion pour eux, et réalise que sa véritable force réside dans son altruisme et son dévouement à aider les autres. Plus tard, Iki et Stella retournent à l'école en bus, et en arrivant, ils voient Alice, Shizuku et la journaliste Kagami s'approcher d'eux. Kagami leur montre un journal avec leurs photos où ils s'embrassent, et les informe que la presse s'est emparée de cette nouvelle en raison de la popularité de Stella. Elle arrache l'article des mains de Kagami, le lit et entre dans une fureur noire lorsque le journal affirme qu'Iki est le pire des hommes, dont la mauvaise conduite est un problème pour la Fédération des Chevaliers depuis un certain temps. Elle brûle le journal de colère et à ce moment précis, une voiture luxueuse s'arrête près d'eux et Akaza en sort en riant de manière psychotique. Il informe Iki qu'en raison de cet incident, il a été convoqué à une audience par le comité d'éthique de la Fédération internationale et demande à Iki de l'accompagner. Stella intervient pour le défendre mais il l'arrête et accepte de venir, n'ayant pas d'autre choix. Pendant l'audience, Mikasa interroge Iki sur sa relation avec Stella. Il demande à Iki quand il a commencé à sortir avec elle, et il répond que c'était vers le début des matchs de sélection. Akaza l'accuse d'avoir une relation inappropriée avec elle, mais Iki défend leur amour et refuse d'accepter toute faute. Akaza lui ordonne de ne parler que lorsqu'on l'interroge. Sinon, il donnera une mauvaise impression. Iki accepte de coopérer et s'excuse.
Pendant ce temps, la directrice discute de la situation avec Seikyo et lui dit qu'Akaza utilise des mesures sournoises pour discréditer Iki. De retour à l'audience, il le place dans sa cellule pour dormir et l'informant qu'il doit être présent à l'audience à 6 h le lendemain matin. Pendant ce temps, Stella remporte une autre bataille, mais tout le monde parle d'elle et répand des rumeurs. Cependant, elle est plus préoccupée par l'impact négatif que leur relation a sur Iki, et se couche en se demandant si elle devrait rompre avec lui pour le sauver. Le lendemain, Iki est contraint de disputer son match de sélection au siège du comité au lieu de l'école. Son adversaire est un garçon nommé Ariki, et il lui est interdit d'avoir toute conversation personnelle avec lui, et le match commence. De retour à l'école plus tard, Shizuku, Alice, Stella et Kagami ont une conversation à propos d'Iki à la cafétéria de l'école. Kagami leur montre un nouvel article affirmant qu'Iki a remporté la bataille de justesse. Alice informe que les nouvelles sont sous l'influence du comité d'éthique et que chaque article sera contre Iki pour le discréditer. Stella, submergée par la culpabilité et le remords, leur demande si elle devrait rompre avec Iki, et soudain Shizuku la frappe avec une attaque d'eau et lui dit qu'il endure cette situation parce qu'il tient à sa relation avec elle. Shizuku s'en va ensuite en disant que si elle ne peut pas comprendre cela et le trahit, elle ne lui pardonnera jamais. Stella réalise qu'Iki essaie de la protéger, qu'il se bat pour elle. Dans les jours à venir, Iki continue de remporter des batailles et a jusqu'à présent été victorieux dans un total de 16 combats. L'instructrice Yuri-chan lui offre son soutien lorsqu'il s'effondre d'épuisement et lui remet secrètement un gage d'encouragement de la part de Stella. Elle s'en va ensuite, disant qu'elle le retrouvera lors de son 17e match. Après cela, il ouvre le papier que Yuri-chan lui a donné et voit que Stella lui a offert une mèche de ses cheveux. Il puise de la force dans son geste et continue de se battre lors de sa prochaine bataille au quartier général, avec une détermination renouvelée. Pendant ce temps, Stella remporte également ses matchs pour tenir sa promesse à Iki de s'affronter en finale. Iki demande à Akaza d'organiser une rencontre avec son père et lui dit qu'il fera appel de son innocence directement auprès de lui, car il est le chef du comité. Lors d'une réunion, son père, Itsuki Kurogan, le félicite pour ses victoires dans les matchs de sélection jusqu'à présent. Cependant, il précise qu'il l'a toujours reconnu, mais estime que quelqu'un sans talent comme Iki ne devrait pas être autorisé à exceller. Ces mots l'affectent profondément, et il se met à pleurer en réalisant qu'il a cherché la validation au mauvais endroit. Alors que l'heure de son match contre Tukatuto approche, marquant sa bataille finale, le comité d'éthique menace de priver Iki de son statut de chevalier s'il perd, et l'informe que s'il gagne contre Tuka, alors le comité d'éthique ne poursuivra pas l'audience, est-il accepté? Le lendemain, Iki médite sur les paroles de son père et les actions altruistes de Tuka, qui s'occupe d'enfants défavorisés et leur donne du courage. Il regarde son épée vide et sans valeur, se demandant ce qu'il devrait faire maintenant. Pendant ce temps, Tuka parle avec sa mère au téléphone et Shizuku arrive. Utakata l'accueille et Tuka s'excuse de lui avoir demandé de venir. Elle demande si Shizuku savait que le prochain adversaire d'Iki était elle. Shizuku confirme qu'elle était effectivement au courant et exprime son inquiétude concernant les méthodes douteuses de la fédération. Tuka lui dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter leur décision, et même si elle a entendu dire que l'état d'Iki était mauvais, elle croit qu'il sera sur le champ de bataille, donnant tout pour la vaincre. Tuka ajoute qu'elle ne peut pas faire les choses à moitié face à lui, elle doit le combattre de tout son cœur et de toute son âme, et demande à Shizuku si elle demandera à Iki de se retirer de la bataille. Shizuku lui dit qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir, et demande de plus tard à Alice si elle devrait empêcher Iki de participer au combat. Alice dit à Shizuku que seule elle peut trouver la réponse à cela, car elle est la seule personne de la famille à qui Iki s'est ouvert, et elle comprend à quel point Tuka est forte grâce à son expérience lors de sa précédente bataille contre elle. Tuka se questionne, se demandant si elle sera fière de participer à la compétition nationale après une telle bataille, qu'elle gagne le combat par forfait si Iki se retire ou qu'elle le batte s'il se présente. Utakata lui rappelle que le match pourrait être truqué par certains adultes du comité d'éthique pour satisfaire leurs désirs égoïstes et lui dit qu'elle doit se battre d'une manière dont elle pourrait être fière d'elle-même. Pendant ce temps, Stella s'entraîne pour sa propre bataille. Plus tard, le match final de sélection scolaire est annoncé avec 6 matchs dans 6 lieux différents, et les vainqueurs recevront des billets pour le festival de combat des 7 étoiles. Stella affronte Mizuki Oinat, l'une des représentantes de l'école, et le public attend avec impatience la bataille entre Iki et Tuka, qui est diffusée à la télévision. La directrice et Seikyo discutent du prochain match d'Iki et de la manière dont Akaza aurait pu manipuler cette situation pour désigner Tuka comme adversaire d'Iki, et qu'il n'a pas d'autre choix que de la vaincre. À ce moment précis, le légendaire dieu de la bataille Nango arrive, à la grande irritation et surprise de Seikyo. Il se chamaille un moment, et la directrice l'accueille, lui demandant s'il est venu voir Tuka. Il informe que bien que Tuka soit sa pupille préférée, il est en fait venu voir la performance d'Iki parce qu'il est de la famille Kurogan. Soudain, Akaza se joint à la conversation et suggère que le match pourrait être annulé. L'annonce stipule qu'Iki n'est pas encore arrivé et s'il ne se présente pas dans les 15 minutes, Tuka sera déclaré vainqueur. La directrice demande à Akaza pourquoi Iki n'est pas encore venu, car il avait promis que la fédération amènerait Iki dans leur voiture.
Il hausse simplement les épaules et lui dit qu'il y a peu être eu un malentendu. Et quand il est allé le chercher en voiture, Ikki était déjà parti seul. Il lui dit froidement qu'Ikki n'est pas un enfant, donc il devrait aller bien, à moins qu'il ne s'effondre en chemin, puis Akaza rit diaboliquement. Pendant ce temps épuisé et fatigué, Ikki repense aux paroles de son grand-père et lutte pour atteindre le campus. Le doute surgit en lui, se demandant s'il avait choisi de manière irresponsable de vivre selon la devise de son grand-père de ne jamais abandonner, et donc de devoir constamment vivre au-delà de ses capacités. Son doute lui demande comment il peut vaincre Tuka alors que personne ne voulait de lui et lui dit que c'est pourquoi il s'est retrouvé avec une épée faible. À ce moment précis, Shizuku le trouve et le serre contre elle, lui disant qu'elle ne veut pas qu'il combatte Tuka, mais qu'elle ne l'arrêterait pas non plus. Elle exprime qu'elle souhaite simplement le voir heureux et qu'elle veut qu'il continue de sourire. Tout le monde, y compris les étudiants qu'il a entraînés, les membres du conseil des étudiants, Yuri-chan, la journaliste, et Alice l'encouragent et le soutiennent. Shizuku lui rappelle qu'il avait encouragé tout le monde et qu'ils rêvaient tous à travers lui et qu'Ikki n'est pas seul. Il voit enfin Stella, qui lui fait un signe de la main avec enthousiasme et lui montre la médaille qu'elle a obtenue en remportant les batailles et en ayant enfin la chance de participer au festival des 7 étoiles, comme il l'avait promis plus tôt. Avec une détermination et un objectif renouvelé, Ikki décide de prendre part à la bataille et arrive dans l'arène. Tuka et Ikki entrent sur le champ de bataille et la foule attend avec impatience le début du combat. Tuka s'excuse auprès d'Ikki, avouant qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'être excitée par leur bataille depuis qu'elle l'a vue pour la première fois. Ikki partage le même sentiment, promettant de ne pas livrer un combat honteux à elle ou à quiconque l'a soutenue. Il se prépare à donner son effort le plus puissant pour la vaincre. Ils invoquent leurs épées, la bataille finale commence. Ikki initie son attaque d'ouverture et lance sa technique ultime Itoshura dès le début, choquant tout le monde. Stella cependant reste calme, croyant qu'il a décidé de se battre de front sans utiliser de ruse pour gagner. Tuka réalise que si elle parvient à éviter ses attaques maintenant, elle gagnera sûrement la bataille. Ikki sait qu'il est inférieur en force par rapport à Tuka, mais il met tout son être dans ce moment extrême pour asséner un coup parfait. Tuka se prépare à contrer avec son attaque ultime de foudre tranchante, mais Ikki invoque sa 7ème épée et la frappe avant qu'elle ne puisse riposter, et elle s'effondre au sol, et ainsi Ikki émerge en tant que vainqueur. Akaza est choqué et demande à Nango si Tuka a perdu exprès, mais Nango explique que Tuka a utilisé toute sa puissance pour contrer Ikki, qui a dépassé ses limites au dernier moment pour la terrasser avec quelque chose au-delà d'Itoshura. Sekio suggère de nommer cette nouvelle technique Ito Rasetsu, quelque chose de plus extrême que l'extrême, écrasant comme un démon ou une oreille humaine. Akaza n'en revenait pas et hurle que c'est impossible et s'apprête à faire quelque chose pour discréditer le succès d'Ikki, mais la directrice dit à Sekio qu'il est trop tard, car Ikki avait fait ses preuves et personne ne pouvait plus lui refuser sa victoire. Alors qu'Ikki lutte pour ne pas s'effondrer, Akaza tente de l'attaquer, mais Stella le défend et confronte Akaza pour avoir défié Ikki dans un tel état. Elle repousse Akaza avec son épée et se précipite vers Ikki, exprimant son amour pour lui tel qu'il est. Ikki réalise que la chaleur de Stella est ce qui l'a sauvée et lui demande si elle voudrait être sa famille. Elle accepte la proposition et consent à être sa fiancée. Tout le monde acclame Ikki et Stella, et Shizuku accepte la réalité de leur relation. Pendant ce temps, Itsuki reçoit un appel de l'empereur de Vermilion, le père de Stella, qui l'informe qu'il a appris la proposition d'Ikki à Stella. Itsuki s'excuse rapidement, mais l'empereur rejette cela, suggérant que leurs enfants devraient être tenus à l'écart des machinations des adultes et souhaite leur bonheur. Plus tard, les vainqueurs du match de sélection pour le festival des 7 étoiles sont annoncés: Ikki, Kanata, Alice, Stella et 2 autres filles. Ils participeront au festival et tournoi des 7 étoiles en tant que représentants de l'école. La directrice appelle ensuite Tuka sur scène, où elle annonce Ikki comme leur nouveau président, et le public l'acclame en tant que leur leader. Elle exprime sa fierté envers lui, Ikki la crédite pour sa croissance. Tuka l'encourage à porter les espoirs de ceux qui ont perdu et à atteindre le sommet du tournoi des 7 étoiles avec le drapeau de l'école, et il promet de le faire. Plus tard, il confie à Stella qu'il pensait autrefois ne pas se soucier de l'opinion des autres tant qu'il connaissait sa propre valeur, mais être reconnu par les autres fait en fait du bien, surtout par quelqu'un qu'il apprécie.